Bonjour à tous et néanmoins à toutes, bienvenue sur Acropolis pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer dans 29 minutes et 30 secondes très exactement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud bouillant, motivé, tout ça. J'espère d'autant plus que c'est la dernière semaine de questions d'actualité au gouvernement. Après c'est fini, fin des travaux parlementaires, les députés se barrent, retournent en circonscription, font campagne pour le président de la République, pour leur réélection, pour tout ce que vous voulez. Mais enfin bref, voilà, donc c'est la dernière semaine, donc profitez-en bien. Profitez-en bien, après on retrouvera ça la semaine prochaine. L'année prochaine, pardon. Salut Théo, salut Nuzu, salut Tranchant, salut Honnet, salut Mem, salut Arcturus, salut Rérambis, pardon, salut Champignon, salut Grand Froid, salut Névramp, salut Grand Froid, deux fois. Salut Toll, salut Le Loco, salut Létal, salut Naotic, salut The Mien Declan, salut à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On est parti donc pour cette séance qui va commencer incessamment sous peu, poil aux yeux. Je vous le dis avant d'oublier, mais il y a un très très bon article des décodeurs du Monde sur l'annonce du chiffrage du programme de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle keynésianisme, effet multiplicateur, machin, enfin bref, je l'ai trouvé sur mon portable juste avant de commencer le live. Les décodeurs du Monde qui font un article assez bien fichu pour expliquer ce sur quoi repose le chiffrage du programme de Jean-Luc Mélenchon et quelles sont les limites aussi de ce modèle keynésien de relance économique par la dépense publique qui est contesté par certains économistes. Voilà, c'est un article parmi d'autres, hein, c'est pas le seul que je vous invite à lire, mais celui-là est assez bien fichu. Donc voilà, en tout cas, on a passé un petit week-end ensemble quand même, mine de rien. On a fait une pause hier lundi parce que c'était relâche, faut peut-être pas déconner. Mais ce week-end, on a fait le meeting de Macron à Toulon ensemble samedi, où Macron a annoncé ses mesures en termes de sécurité. Il a parlé de police de proximité et tout. Il a fait un discours en termes de sécurité assez à gauche, hein, mine de rien. Enfin, assez à gauche. En tout cas, dans les classiques de la gauche, de ce que la gauche appelle en termes de sécurité. Donc pas du tout à plaider pour plus de sévérité contre la lâcheté contre la laxativité des pouvoirs publics. Non, non, pas du tout. Il était pour la police de proximité, il était pour des trucs comme ça, 10 000 places de policiers et de gendarmes en plus. Enfin bref. C'était assez intéressant, même si c'était encore un meeting à la Macron très creux et très lent. Et mais dimanche surtout on a fait ce stream marathon. On a commenté en direct le live YouTube de Jean-Luc Mélenchon qui a proposé un chiffrage de son programme. Je reviens pas dessus parce qu'on l'a regardé, on l'a commenté ensemble toute l'après-midi de dimanche. Et c'était chouette comme stream sur Acropolis. Vous étiez motivés sur le chat, c'était vraiment très cool. Et on va vous le rediffuser en rediffusion cet après-midi, puisque cet après-midi, comme vous le savez, les questions d'actualité au gouvernement s'arrêtent aux alentours de 16h15, 16h30. Et ensuite, nous, on reprend l'antenne à 19h pour l'isoloir d'Acropolis avec un invité de marque. J'espère qu'il vous plaira, je vous l'annoncerai à la fin de ce live. Et entre les deux, plutôt que de vous laisser sans rien, on va rediffuser l'émission d'hier, l'émission de dimanche après-midi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. La politique laxative, absolument. C'est la politique chiante. Exactement Fanny, putain, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Le chiffrage de Jean-Luc Mélenchon c'était long mais c'était top, merci Acropolis. Et bah je suis très content que ça t'ait plu Sophie. C'était le but. C'était le but. C'était le but. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien poil aux mains. On va parler d'un paquet de trucs ensemble cet après-midi. Donc j'ai dit, hein, dernière séance, enfin avant-dernière séance de questions d'actualité au gouvernement. Ça sent clairement l'ambiance fin de règne hein, à l'Assemblée et dans la sphère politique mais en général, puisqu'on a appris aujourd'hui ou hier, je sais plus. Je crois que c'était hier, que Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et député depuis Mathusalem, ne cherchera plus à briguer de nouveaux mandats. Donc il arrête sa carrière politique, il prend sa retraite politique. Voilà, Jean-Marc Ayrault, un poids lourd de la gauche parlementaire depuis quand même plusieurs décennies, un compagnon de route de François Hollande qui en a fait son Premier ministre au début du quinquennat. Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes, grand défenseur de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui tire sa révérence. Suite à Bernard Cazeneuve qui lui aussi a annoncé qu'il arrêtait là. Bernard Cazeneuve qui lui est quand même Premier ministre, donc il va rester à Matignon jusqu'à l'été prochain, il va expédier les affaires courantes comme on dit. Donc voilà. Donc voilà. Tant mieux, un peu de sang neuf en politique, ça pourrait pas être mal. Eh ouais, ça fera du bien à tout le monde s'il y avait du sang neuf en politique. Ça ferait du bien à tout le monde. Avant de rentrer dans plus de considérations politiques et qu'on en discute ensemble avant le début des questions au gouvernement, je tiens à remercier très chaleureusement Amy, Valentin, Simon, Jennifer et Romain
l'équipe de 5 qui ont préparé cette émission. Un grand merci à eux 5 et un grand merci de manière générale à tous les bénévoles d'Acropolis qui prêtent du temps de cerveau disponible, qui prêtent du temps à Acropolis pour permettre à la chaîne de fonctionner. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui pour Hero, ok, merci Grand Froid. Donc ça va être chouette. Ça va être chouette, ça va être chouette. Quelles sont les actus du jour avant de commencer cette séance de questions au gouvernement, dans l'actualité du jour, il s'est quand même passé un truc important, c'est que ce matin, à l'occasion de la réunion des députés de la majorité PS, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, a annoncé que les noms des collaborateurs parlementaires allaient être rendus publics sur le site internet de l'Assemblée nationale. C'est une grande nouveauté. Ça fait évidemment suite au soubresaut de l'affaire Penelope Gate, vous savez, cette affaire selon laquelle comment il s'appelle, François Fillon aurait rémunéré sa femme comme collaboratrice parlementaire pendant des années. Il y a des gros doutes sur l'effectivité de son travail à Pénélope. Et donc en réaction à ça, le président de l'Assemblée nationale décide de faire un acte de transparence brutal d'une certaine manière, puisqu'il va publier l'ensemble des identités de l'ensemble des collaborateurs parlementaires à quelques semaines de la réélection d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, enfin des élections législatives. Alors on pourrait penser que ça sert à rien du coup en disant bah ouais bravo, vraiment attendre la dernière minute, c'est vraiment tout pourri. Et ben en fait non, parce que faire ça c'est aussi forcer le prochain président de l'Assemblée nationale à faire exactement la même chose. Voilà. Donc donc c'est pas tout à fait une mauvaise, c'est pas tout à fait une mauvaise chose. Euh, Attendez. Donc voilà. Hmm. À coup de confiture pour Pénélope, de quoi tu parles? Jean, tu peux nous expliquer par quoi est motivée la loi sur la corruption de la semaine dernière? Non. Non, la vérité c'est que quand même j'essaierai, je serai trop vague et moins intéressant que ce que vous pouvez lire sur internet à ce sujet-là. Enfin sur internet, vous voyez ce que je veux dire, hein, allez voir Le Monde, Libé, Le Fig, allez voir ce que les journaux en disent. Moi je saurais pas quoi vous dire. J'ai peur qu'on entende parler de grippe aviaire toute la séance. C'est possible en Bellope, avec ce qui se passe dans le sud-ouest, on a appris que 600 000 volailles allaient être abattues. Principe de précaution, tout ça, tout ça. Je continue donc dans l'actualité du jour, dans l'actualité politique. Donc, l'Assemblée nationale qui s'aligne sur ce qu'avait déjà fait le Sénat depuis plusieurs mois, à savoir la publication de l'intégralité des identités des collaborateurs parlementaires. Donc, on va pouvoir savoir qui c'est qui embauche sa femme, qui c'est qui embauche la femme d'un copain, tout ça, tout ça. Hier, il y a une perquisition au siège du Front National dans la lignée des affaires de l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Vous savez que Marine Le Pen est mouillée dans une affaire similaire à celle de François Fillon, puisque Marine Le Pen aurait enfin, la justice suspecte que Marine Le Pen est employée sur des fonds européens euh, des personnes qui ne bossaient pas au Parlement européen comme assistant parlementaire. Voilà, voilà, voilà. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est la dernière semaine de travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat également. Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains et les élections au Sénat auront lieu en septembre prochain. Je continue dans l'actualité du jour. Mike Pence, le vice-président de Trump, était à Bruxelles hier pour rencontrer les présidents des institutions européennes. Il a tenté de rassurer l'Union européenne. Après les déclarations de Trump, vous savez que Trump a fait des déclarations très hostiles à l'Union européenne, favorables au Brexit, en expliquant qu'il était très content que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne et qu'il espérait que d'autres pays suivent le mouvement. Donc Mike Pence, pardon, son vice-président, a fait le travail de passage de pommade dans la suite. Pardon, excusez-moi. Je continue dans les actualités. On a appris que François Bayrou allait faire une conférence de presse demain après-midi pour annoncer ou pas s'il candidate à la présidence de la République une nouvelle fois. On sera en direct sur Acropolis pendant cette conférence de presse de François Bayrou. On verra bien. On commentera ça ensemble. Donc je vous donne rendez-vous demain après-midi. Allez voir sur la programmation à quelle heure exactement aura lieu cette conférence de presse de François Bayrou. Pardon. Excusez-moi, besoin de café. Merkel qui a prononcé un discours plutôt intéressant face à Pence. Ah, merci C. Smith. J'allais voir ça. Smithy Smith, pardon.
Bon bah Acropolis sur la télé c'est le feu. Ah Flima tu fais rêver. Envoie un tweet, envoie une photo de ton setup. Ça nous fait toujours super plaisir quand on reçoit des photos de vos setups sur Twitter. On va pas tous les retweeter parce qu'on va commencer à flouter tout le monde sinon, mais ça nous fait toujours hyper plaisir de voir comment vous mettez Acropolis sur la téloge dans le salon avec une bière, avec un verre de bière dans la main gauche et un pépito dans la main droite, ça nous fait toujours hyper plaisir. Donc voilà. Qui est hypé par la conférence de presse de la NASA demain. Je sais pas à quoi tu fais référence, j'en fous. Je veux bien que tu nous précises. Donc bref, on verra pour Bayrou. On continue donc dans les préparatifs de l'élection présidentielle et des législatives dans la foulée. Il y a un questionnement toujours en point d'interrogation, c'est de savoir si Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts, va se rallier ou pas à un candidat. Est-ce qu'il va signer un accord avec Jean-Luc Mélenchon ou avec Benoît Hamon? Bah on est toujours dans le questionnement, on ne sait pas trop. Il y a des négociations en cours. Ce serait plutôt en faveur de Benoît Hamon que son cœur battrait. Mais on verra bien. On sait qu'il y a eu quand même quelques problèmes avec Mélenchon. Donc voilà, que va faire Jadot pour interrogation. Acropolis sur 3 mètres sur 2 comme d'hab. Aris, tu fais rêver. Première fois que je regarde, il y a des rediffs. Ouais, il y a des rediffs, tu verras cet après-midi après la... Après l'émission, on mettra des rediffs. Cette semaine, les commissions des parlementaires de l'Assemblée nationale rendent leur rapport d'activité pendant la législature. Donc voilà, chaque commission de l'Assemblée nationale va rendre un rapport d'activité. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était que les commissions de l'Assemblée nationale, hein. Vous savez que l'Assemblée nationale organise son travail par petites commissions. Donc c'est une commission, c'est une mini-Assemblée nationale, tout simplement. Un rassemblement de quelques dizaines de parlementaires qui spécialisent dans certains dossiers, ont des moyens de travaux, ont des moyens de travail spécifiques dans ces dossiers-là, et au sein d'une commission, il y a les mêmes équilibres politiques qu'au sein de la majorité, qu'au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voilà. J'avais pas vu que le Twitter officiel de Jean-Luc Mélenchon avait cité Acropolis dimanche. Ouais, ouais, si, si. D'ailleurs, il s'est planté, il a mis un seul C à Acropolis. Bah, c'est pas grave, on lui en veut pas. On lui en veut pas. Un gros big up aux équipes des candidats à l'élection présidentielle qui, je sais, suivent Acropolis. Je sais, j'ai mes infos comme quoi il y a des gens, il y a des membres de l'équipe de Hamon, il y a des membres de l'équipe de Macron, il y a des membres de l'équipe de Mélenchon qui suivent Acropolis. Ça me fait super plaisir d'avoir de leurs nouvelles de temps en temps. Donc big up à vous et bon courage pour la présidentielle parce que je sais que c'est assez fatigant. Euh, hmm. Donc voilà, donc les commissions vont rendre leur rapport d'activité. Cette semaine, il y a l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui tend à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats. Une proposition de loi qui a déjà été adoptée par le Sénat en première lecture. Donc on verra bien. Personne de l'équipe Fillon. Bah si, 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 si. Enfin, en fait, non. J'ai pas d'informations comme quoi il y a des gens dans l'équipe Fillon qui s'occupent du numérique spécifiquement. Et qui en tout cas qui suivraient Acropolis. Donc s'il y a des gens, des fillonistes qui nous regardent, ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Envoyez-nous des big up, dites-nous. Dites-nous. Pour l'élection présidentielle, les candidats ont jusqu'au 17 mars pour déposer leur candidature, pour déposer leur parrainage. Je rappelle que cette année, les parrainages ne sont pas déposés directement par les candidats au Conseil constitutionnel, mais c'est directement les parrains qui envoient par courrier les parrainages à Paris. Et la campagne officielle débutera le 10 avril et le premier tour aura lieu le 23 avril, 13 jours plus tard seulement. Voilà. Et dernière actualité du jour, Macron est en déplacement à Londres et il va rencontrer la première ministre pardon, Theresa May selon le Figaro. Tadam, tadam, tadam. C'est plus les community managers qui ont tweeté, mais évidemment, grand froid, putain, grand froid, le Père Noël n'existe pas, tu le sais, bordel, c'est pas la peine de le répéter. Si Bayrou se représente, c'est qu'il a déjà les 500 signatures. Non, sinon c'est chaud patate. Non, non, il a pas encore les 500 signatures. S'il a pas déclaré candidature, c'est qu'il est pas allé les chercher. Après, je sais pas, moi, peut-être que Bayrou a déjà 500 copains qui sont prêts à l'aider. On verra. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je suis fatigué. Pourtant, j'ai roupillé ce matin, mais. Est-ce qu'on pourra consulter le nombre de parrainages en ligne? Oui, Navramp de mémoire, il y a une nouveauté cette année, c'est que le Conseil constitutionnel va publier au fur et à mesure les noms des parrains. Donc voilà, on le saura. On le saura. Genre, mais vous croyez vraiment que Bayrou va se présenter? Bah on verra. On verra.
Big up à vous les gauchistes. Merci Spartan, bienvenue à toi. Où en est Charlotte Marchandise pour les signatures en parlant de ça? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Charlotte Marchandise, la candidate de la première.org, où en est-elle dans les 500 signatures? Je n'en sais rien, j'espère qu'elle les aura. J'espère vraiment qu'elle les aura. Bravo à Acropolis qui double son nombre de viewers suite au tweet du compte de Mélenchon. Non. Non, non, je te garantis que non. On n'a pas doublé notre nombre de viewers suite au tweet de Mélenchon. Un petit kawa, non non mais regarde, j'ai un kawa qui est ici, j'attends juste qu'il refroidisse un peu. Les 500 signatures, c'est nouveau ou pas? Je me souviens que les conditions pour les présidentielles ont été modifiées pendant le quinquennat. Alors, Ultra Marsouin, c'est l'occasion de te repréciser ça. Non, c'est pas nouveau les 500 signatures. Je rappelle que l'élection présidentielle est la seule élection de France à laquelle vous ne pouvez pas vous présenter vous-même. Un candidat ne se présente pas lui-même à la candidature, contrairement à ce qu'on peut penser. Pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut être présenté par plusieurs personnes. Il faut 500 personnes, très exactement, 500 grands électeurs. Donc c'est des maires, des adjoints aux maires de grandes villes. C'est pas spécifiquement les grands électeurs, c'est plus large que les grands électeurs, c'est ça? C'est moins large que les grands électeurs? Ok, merci beaucoup. Il y a Sylvain qui fait des précisions, merci. Donc voilà, il faut des parrains qui envoient une lettre au Conseil constitutionnel, qui je le rappelle est le juge de l'élection. Lettre qui en gros est assez simple, hein, c'est un doc sur lequel il y a écrit je sous-signé machin, élu à tel endroit, en telle date, machin. Genre avec photocopie de la carte d'identité, je sais pas exactement comment ça marche, mais bref, on peut vérifier quoi. Approuve la candidature de machin à l'élection présidentielle de 2017. Voilà, et il faut en avoir 500 pour pouvoir être qualifié et pouvoir présenter sa candidature au premier tour. Voilà, c'est pas la seule obligation, hein. Il faut aussi avoir un mandataire financier, il faut aussi déclarer ses comptes machin. Enfin, il y a tout un cahier des charges à remplir pour pouvoir se présenter au premier tour de l'élection présidentielle. Donc non, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que les 500 signatures ne sont pas récoltées par le candidat, elles sont récoltées directement par le Conseil constitutionnel. C'est tout. Et l'autre nouveauté, c'est qu'ils sont rendus publics. 47 000 élus peuvent signer pour un candidat à la présidentielle. Merci beaucoup Théo pour ta précision. J'aime beaucoup à quel point Théo offre des précisions chiffrées souvent dans le chat. Ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, merci à vous toutes et à vous tous. Quand vous vous répondez les uns les autres sur le chat, ça fait super plaisir. Voilà, il y a des gens qui débarquent sur Acropolis qui étaient jamais venus avant et qui du coup ont des questions normales, hein, de gens qui débarquent notamment sur le fonctionnement des QAG ou des trucs comme ça. Et moi du coup je réponds pas spontanément parce que c'est des réponses, c'est des questions que j'ai déjà répondu plusieurs fois. Mais vous dans le chat vous répondez et ça ça fait vraiment très cool. Pardon? Oui, d'ailleurs, je rappelle que j'ai fait une FAQ sur ce sujet-là. Il y a une vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube d'Acropolis où je réponds à pas mal de questions sur comment marchent les questions au gouvernement. Mais j'en ferai une l'année prochaine, rassurez-vous. On fera ça bien. Hum, Penses-tu que l'implication importante pour les mouvements de Macron et Mélenchon aura une incidence sur la participation aux élections législatives? Je sais pas du tout. Toll, j'en sais rien du tout, effectivement. De toutes les façons, les élections de 2017, hein, présidentielles comme législatives, sont des élections de tous les dangers, d'une certaine manière, de tous les dangers, de toutes les surprises. On a rarement été autant dans l'interrogation de qui va gagner si proche de la présidentielle. 2007, rappelez-vous quand même que Nicolas Sarkozy faisait quand même la course en tête depuis plusieurs années. Il était parti pour gagner. Bon, finalement, il a gagné, donc ça n'a pas été une surprise hallucinante la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. 2012, François Hollande, à partir du moment où il a été désigné par la primaire interne au PS, il était quand même très très bien parti pour gagner. Il était haut dans les sondages et tout. Donc voilà, et là 2017, franchement, bien malin de celui qui saura dire qui va gagner. Donc voilà. Il n'y a pas de grands électeurs en France, j'ai raté un truc. Si, 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 il y a des grands électeurs en France, mais là, la question des 500 signatures, c'est plus restreint que les seuls grands électeurs. Les grands électeurs, je rappelle, hein, ce sont les électeurs qui votent pour les sénateurs. Voilà. Donc c'est restreint, il n'y en a que 47 000 et il faut être élu local d'une mairie de plus de je sais pas quelle taille. Il faut être parlementaire, il faut être membre d'un conseil départemental, d'un conseil régional ou parlementaire européen. Je crois n'en avoir oublié aucun. Il n'y a pas les conseillers prud'homaux, il n'y a pas les juges du tribunal de commerce, il n'y a pas les... Non, non. Non, non, c'est tout, je crois. À vérifier. Tapez grands électeurs sur je sais pas quel site et vous trouverez. Ce sera bien quand on aura un wiki Acropolis, on pourra centraliser toutes les réponses à toutes ces questions-là. Et de manière collaborative, donc ce sera cool.
Il y a eu les primaires cette année, il y en a eu beaucoup avant. Non, non, champignons, les primaires, c'est une nouveauté dans la vie politique française. La première grande primaire qui a été organisée. Alors, il faut savoir que des primaires, il en existait avant, mais c'était des primaires fermées. C'est-à-dire des primaires, enfin fermées, c'est pas vrai, non, non. C'était des primaires dans lesquelles ne pouvaient voter que les membres du parti. Donc, c'est des élections internes au parti. La première, c'était en 2006. En 2006, Fabius DSK Ségolène Royal, c'est Ségolène Royal qui a gagné. Ensuite, en 2011, il y a eu les premières primaires ouvertes. Et primaires ouvertes, c'est ouvert à tous. Et donc, c'est François Hollande qui a été désigné. Cette primaire-là, qui d'ailleurs à l'époque était moquée par les membres de l'UMP, par les hauts responsables de l'UMP qui se moquaient de cette élection. Et bah, du coup, l'UMP a décidé d'organiser sa propre primaire pour 2017. Voilà. Ah, Théo qui fait une correction, il y a 47 000 mandats concernés par les parrainages à la présidentielle, mais avec le magnifique cumul des mandats, il n'y a en 2012 que 42 000 signataires possibles. Ah d'accord, c'est énorme. Il y a 47 000 mandats, mais 42 000 mecs parce qu'ils cumulent. Il y en a un paquet qui cumule. Trop drôle. On faisait comment avant les primeurs du coup? Bah, c'était les partis politiques qui s'organisaient en interne pour désigner un candidat. Voilà. Le PS avait son congrès, le UMP avait sa convention nationale. Voilà. La primaire est un système né aux USA. Alors je sais pas si on peut dire que c'est né aux USA. En tout cas, c'est vrai que les USA ont une vie politique qui s'organise autour du principe des primaires. Ouais, ça c'est vrai. C'est vraiment central aux USA les primaires. Bon, les QAG commencent dans 8 minutes, donc je vous pose la question qui tue. Si vous étiez un parlementaire et que vous étiez à l'Assemblée nationale cet après-midi, quelle est la question que vous poseriez au gouvernement? Voilà, imaginez, vous êtes élu parlementaire. Vous avez 2 minutes pour poser une question au gouvernement, il est devant vous, il est obligé de vous répondre. Quelle question lui poserez-vous? Est-ce que vous lui poserez une question sur un fait d'actualité récent sur lequel vous voulez avoir sa position? Est-ce que vous lui poserez une question sur un fait trop peu connu des médias et sur lequel vous aimeriez bien une prise de conscience du gouvernement? Est-ce que vous lui poseriez une question sur son bilan, sur ce qu'il compte faire, sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il est en train de faire? Voilà, tapez dans le chat le sujet de la question que vous voudriez poser au gouvernement. Quelle est la vitesse du son dans une éponge? C'est génial. T'imagines la question que tu poses au ministre de la Recherche? Il est obligé de répondre, tu sais. L'horreur, c'est le député qui joue au con et qui fait une question de grand oral. Quelle est la différence entre un pigeon? Comment on prononce GIF? Ça en est où la justice fiscale après les Panama Papers? Ah, bonne question Tom, effectivement. Refaire venir dans l'actualité une vidéo pardon, un sujet qui n'est plus dans l'actualité depuis un bout de temps. Bartolone peut-il faire coucou à Acropolis? Très bonne question. Comment osez-vous laisser passer une loi qui compliquera la condamnation des coupables de fraude financière en pleine crise des confiances? Ok, très bonne question. Pas au chocolat ou chocolatine. Quelle est votre position sur le refus de Marine Le Pen de porter le voile sur sa rencontre avec un représentant sunnite? Bonne question. Euh, pourquoi on n'a pas avancé nos vacances d'une semaine? Quelle est la capitale de la Colombie? Qu'est-ce qu'un emploi fictif? Question, quelles mesures prendre contre le racisme qui a l'air systématique au sein de la police? L'affaire Théo est le dernier exemple connu. Ok. Des nouvelles à propos du Brexit? Ouais, bonne question. Qui peut me faire un partage de connexion? Quelles aident à la réussite des études des enfants de l'aide sociale à l'enfance? Putain, cool. Une question sur l'ASE, c'est cool ça. Un parlement transparent? Ah bah ça... Alors le parlement transparent, c'est pas une question que tu peux poser au gouvernement. C'est-à-dire que si t'es toi-même parlementaire, c'est pas à toi de demander au gouvernement quand est-ce que tu vas être transparent. Tu vois ce que je veux dire? La question est intéressante en soi, mais c'est pas une question au gouvernement. À quand une réforme pour rendre le... Ouais, donc du coup je viens de la lire, pardon. Allez-vous réagir au problème des abattoirs dénoncé par L214, l'association de lutte contre les violences animales? Est-ce que Marine Le Pen est une femme? Pourquoi la vie? C'est pas un fait que le truc de MLP avec le voile? Non, 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 Marine Le Pen est effectivement en visite au Liban, actuellement, où elle l'a été, je sais plus, ce week-end. Et elle a effectivement refusé de porter le voile à l'occasion d'une rencontre avec le grand moufti. Monsieur le ministre de l'Intérieur, combien d'attentats ont été déjoués en France? Ah oui, question précise ça. Y a-t-il une définition claire de la laïcité? Hein? Qui a le code Wi-Fi?
Ma question, pourquoi autoriser la fusion de plusieurs universités parisiennes alors même que le budget des universités stagne et que les conditions d'études se dégradent? D'accord. Qu'est-ce que vous... Hein? Quand est-ce que vous rendez l'argent des abonnés? Zerator! Rends l'argent! Quand est-ce que vous... hein? Allez-vous mettre fin à l'état d'urgence avant la fin du mandat? Alors ça pareil, c'est pas le gouvernement qui met fin à l'état d'urgence, c'est le Parlement qui doit voter. À quand un pays qui fait passer le social avant le profit? D'accord. Qu'offert pour le financement de la Grèce? Ah, le financement de la Grèce. Intéressant ça. Est-il possible d'avoir un gouvernement correct? J'adore, la question simple. C'est où les toilettes? Qui télécharge en pleine QAG sa bouffe la bande passante? Je vérifie que j'ai rien passé. Question à monsieur le ministre de la Défense. Que comptez-vous faire pour améliorer la vie quotidienne des militaires une fois sur le front? À une époque où la modernité des forces armées est votre priorité, les soldats n'ont même pas assez de papier toilette pour s'essuyer et sont obligés d'acheter eux-mêmes du matériel basique comme des chaussettes. Acheter des tanks c'est bien, avoir des soldats en bonne condition de vie aussi. Eh bah c'est cool ça. Question claire. Quand est-ce que vous créez une vraie loi sur la psychanalyse? C'est intéressant ça, qu'est-ce que tu entends par là, une loi sur la psychanalyse? Pour l'encadrement de la profession? Ça a déjà été le cas, non? Pas pas sur la psychanalyse, mais sur la psychothérapie, sur les psychiatres. À quand le gouvernement qui va distribuer des choupas à sa majorité? La manif pour tous reprend du souffle, l'homophobie avec elle. Est-ce qu'après avoir fait flamber les violences homophobes, est-il possible d'avoir des vraies mesures contre le fléau des LGBT-phobies? Ok. Rappel du fiasco CICE, quand est-ce qu'on arrête de se faire entuber par le monde privé et boursier? D'accord. Que comptez-vous faire pour améliorer l'efficacité de l'administration dans le milieu hospitalier? Eh ben dis donc, vous avez des questions précises. Bah on verra si les députés sont sur la même longueur d'onde que vous et vont poser des questions sur les mêmes sujets, sur les sujets qui vous intéressent. Il faudrait, mais ça on va essayer d'y travailler pour l'année prochaine. J'aimerais bien qu'on ait un système où vous pourriez voter sur ces questions-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si avant les QAG on pouvait faire un vote global de la communauté Agropolis sur quelles sont pour vous les trois questions les plus importantes auxquelles vous aimeriez bien que le gouvernement réponde aujourd'hui. Comme ça, on fait un vote avant chaque séance et ensuite on compare avec ce que les députés ont posé comme question. Et on verra si ça coordonne ou pas, quoi. Pensez-vous qu'il serait utile de prendre en compte le temps médiatique de YouTube et plateformes similaires comme temps de parole durant la campagne? Oh non, grand froid, putain, non, 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 non. Leur mets pas ça comme idée dans la tête, après ils vont nous casser les couilles. À quand une loi, une réforme contre la désinformation de la pseudo-science? Psychanalyse, homéopathie. Ah, tu mets la psychanalyse dans les pseudosciences? Ah, c'est intéressant ça. Ça va gueuler. Comment interdire les sites porno aux enfants? D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment des anti-vomitifs dans les burgers McDo? À quand un côté national numérique? À quand un côté national numérique? Qu'est-ce que tu entends par là? Je comprends pas. Un code? VGE candidat à la présidentielle, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Que comptez-vous faire pour le temps qu'il reste du mandat actuel sans nous, les députés? Ah bah ça de toute façon le gouvernement il expédie les affaires courantes, hein. Quand est-ce qu'on aura une vraie emploi du temps à l'école? Quand est-ce qu'on aura de vrais emplois du temps à l'école? Tu dis pour les élèves ou pour les enseignants? L'homéopathie, la psychanalyse, l'acupuncture et l'ostéopathie ont des effets positifs fonctionnels sur les patients. Ah, il y a un débat, ça y est, ça part en débat sur l'homéopathie. Ah, j'aime bien ça. À quand un vote national numérique? Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. À quand un vote national numérique? Je veux pas dire de conneries, mais je crois que ça va arriver bientôt, avec notamment le projet... comment ça s'appelle? Merde. Il y a le projet d'un identifiant unique numérique officiel. Comment il s'appelle ce truc-là? Un truc qui vous permettra de vous authentifier sur les sites de l'administration, mais de manière certaine et qualifiée. Euh, Comment ça s'appelle? France Connect. Voilà, ça s'appelle France Connect. Regardez du côté de France Connect, c'est un truc qui est en cours de développement par Etalab et tout, par le gouvernement, qui va potentiellement être intéressant. Chers amis, il est 15 h pile, on va se mettre un petit jingle dans les oreilles et on se retrouve tout de suite dans l'hémicycle pour les questions d'actualité au gouvernement. A tout de suite. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, tout ça. On est parti pour les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. L'avant-dernière séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale pour cette session, pour cette séance, pour ce quinquennat. Pour ce quinquennat, parce que je rappelle que le quinquennat c'est le quinquennat du président de la République et de l'Assemblée nationale, sauf dissolution. Et comme il n'y a pas eu de dissolution depuis 5 ans, les députés que vous voyez ont été élus il y a 5 ans. Et vous les réélirez ou pas en juin prochain, tout ça. C'est pas mercredi d'habitude les QAG? Non, c'est mardi et mercredi. En fait, vous savez pourquoi est-ce que tout le monde pense que les QAG c'est mercredi? Il y a une raison simple à ça. Vous allez me dire parce que c'est diffusé sur France 3 le mercredi. Eh ben non, c'est aussi diffusé sur France 3 le mardi. Et ben la raison à ça elle est très simple, c'est qu'en fait, quand vous étiez au collège, vous aviez pas école le mercredi après-midi. Voilà. Vous étiez à la maison le mercredi, ou le mercredi matin, en tout cas vous étiez à la maison le mercredi. Donc pour ça vous les voyiez au passé, on les voyait passer le mercredi. Donc on pensait que c'était que le mercredi, mais en fait non. C'est le mardi et le mercredi, de 15h à 16h. Et au Sénat c'est le mardi et le jeudi. Voilà, parce que mercredi c'est Pépito pour les enfants. Moi si j'étais président de l'Assemblée nationale, je mettrais les QAG le soir. Pendant que les Français sont chez eux et sont prêts à regarder. Par qui est élu, nommé le président de l'Assemblée? De mémoire c'est le président, mais je me trompe peut-être. Alors pas du tout, ta mémoire flanche parce que c'est le président de l'Assemblée est élu par l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale est un député comme les autres. Il est élu comme les autres dans une circonscription comme tout le monde. Il est élu en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, Claude Barthelone. Et ensuite c'est les députés qui votent à la majorité pour un président. Et voilà, Claude Barthelone qui monte s'installer au perchoir. Bientôt une QAG du Sénat dans Acropolis. Vous en avez déjà parlé. Ouais, bah on espère le faire. Il faut qu'on en discute avec le Sénat. Si ça intéresse le Sénat de s'adresser aux jeunes, nous ça nous intéresse. Bande de jeunes. Voilà, le président s'installe, les députés s'installent, tout le monde s'installe. C'est parti pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est ouverte. Mes chers collègues, je suis heureux de souhaiter en votre nom à tous la bienvenue à une délégation du groupe d'amitié Finlande-France du Coucou les Finlandais de Finlande, conduite par sa présidente, Madame Anne-Marie Virolainen. Bravo Anne-Marie, big up, bienvenue les Finlandais. Voilà, l'Assemblée nationale qui accueille une autre Assemblée nationale dans notre pays. C'est assez pratique, hein, c'est assez fréquent qu'ils échangent comme ça des députés qui vont rendre visite aux autres pays, voir comment ils travaillent. Question au gouvernement. La parole est à Monsieur Antoine Herth. Antoine Herth, premier député à prendre la parole pour cette séance. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Mais avant tout, je souhaite, au nom du groupe des Républicains, saluer la mémoire de Xavier Belin, président de la Fédération des exploitants agricoles. Xavier Belin, président de la FNSEA, qui est décédé ce week-end. Et le groupe Les Républicains qui lui rend hommage par la voix d'Antoine Herth. C'est un homme de conviction, un battant, qui n'a pas ménagé sa peine pour porter haut et fort les propositions et les revendications d'un monde agricole en pleine crise. À quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'agriculture, le titre de son dernier ouvrage doit nous alerter. Notre agriculture est en danger. Aussi, je voudrais interpeller le gouvernement sur le paiement des aides de la PAC, ou plutôt le non-paiement. Malgré les promesses réitérées, les engagements pour les années 2015 et 2016 ne sont toujours pas soldés, alors que les trésoreries des exploitations agricoles sont exsangues. Pire, voilà quelques jours, l'Agence de services et de paiement chargée de traiter ces dossiers a envoyé quelques 20 000 courriers pour demander aux agriculteurs de rembourser des aides que certains n'avaient même pas touchées. Ces dysfonctionnements répétés nuisent à la crédibilité de l'action. Ça revient tout le temps en ce moment côté républicain, l'agriculture. Et bah oui, c'est pas très étonnant puisque l'agriculture est un sujet difficile. Hein. Les agriculteurs français souffrent pas mal. On pourrait parler aussi des éleveurs du sud-ouest avec l'histoire de grippe aviaire. En tout cas, Antoine Herth qui prend la parole, il saisit, si je puis dire, la triste actualité du décès du président de la FNSEA et de l'arrivée prochaine du salon d'agriculture pour attirer l'attention du gouvernement sur l'agriculture. Je précise qu'Antoine Herth, il a un BTS agricole et il est secrétaire national des Républicains chargé de l'agriculture. Qui est aujourd'hui dans les Landes à cause de la grippe aviaire. Et c'est Valigny qui répond pendant que Stéphane Le Foll est en train de tuer lui-même des oies. Président de la FNSEA.
qui est donc décédé dimanche soir. Le gouvernement tient à saluer son action déterminée au service de l'agriculture. Le président de la République et le ministre de l'Agriculture seront présents à ses obsèques en fin de semaine pour lui rendre un dernier hommage et exprimer leur solidarité à sa famille, à ses proches et aux membres de la FNSEA. Sur les paiements de la PAC, monsieur le député, l'État a pris ses responsabilités avec des avances de trésorerie entièrement financées sur le budget national et qui couvrent 90% des aides attendues. La situation est aujourd'hui réglée, sauf pour quelques dizaines de dossiers qui seront soldés au fur et à mesure des déblocages. Pour ces dossiers a été mis en place un fonds d'allègement des charges pour soulager la trésorerie à court terme des agriculteurs. Le versement des soldes des aides 2016 se poursuivra donc dans les prochains mois, à commencer par les aides bovines, viande et lait d'ici fin février. Concernant les courriers reçus de l'Agence de services et de paiement, courriers reçus par 20 000 agriculteurs sur les trop perçus, le ministère s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de recouvrement forcé. Et le recouvrement... Ah, ça la fout mal quand même. Ça veut dire qu'il y a 20 000 agriculteurs qui ont reçu un courrier leur disant qu'ils ont perçu trop d'aides agricoles et qui doivent rembourser. Comment gagner une élection? Pour les agriculteurs les plus en difficulté. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Pierre-Yves Le Borgne. Pierre-Yves Le Borgne qui prend la parole à son tour. Donc on a eu un député de droite, maintenant un député de gauche. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères et j'y associe tous les membres du groupe d'amitié France-Allemagne que j'ai eu le privilège de présider au cours de la législature. Chaque développement de l'actualité nous rappelle la valeur inestimable de la relation franco-allemande pour nos deux peuples et pour l'Europe. Nous avons traversé de part et d'autre du Rhin des années difficiles, marquées par les défis économiques et sociaux, le terrorisme, la guerre aux portes de l'Europe, la crise migratoire et l'enjeu climatique. Sylvain, il y a un slow mode sur le chat? Vous la connaissez, non, monsieur le ministre. Il n'y a pas de slow mode sur le chat. Comme nous. Excusez-nous, pardon. Je serais reconnaissant de tracer le bilan en quelques mots de ce qu'aura été l'engagement franco-allemand de la mandature qui s'achève. Mais je souhaite aussi vous interroger sur l'avenir. La France et l'Allemagne, peut-être, doivent être le laboratoire du progrès européen. Notre groupe d'amitié a regretté la suppression des classes bilingues en France. Il n'ignore pas non plus le recul de l'apprentissage du français dans plusieurs länders importants d'Allemagne. Comment renverser cette tendance et renforcer l'apprentissage? Pierre-Yves Le Borgne, donc, il pose une question sur la relation franco-allemande. Il l'a rappelé lui-même au début de sa question. Il a été président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée nationale pendant toute la législature. Et je précise qu'il est élu des Français établis hors de France dans la 7e circonscription d'Europe de l'Est. Par ailleurs, Pierre-Yves Le Borgne est membre d'Amnesty International. Des successions et des obligations alimentaires. Enfin, il nous faut agir ensemble en droit de la famille, en inventant en particulier un régime commun de l'autorité parentale partagée. Ce sont là des pistes pour l'avenir, fondées sur un vécu, sur une expérience et plus que tout sur une attente, celle de centaines de milliers de Français en Allemagne et d'Allemands en France, celle tout simplement de citoyens d'Europe. Merci monsieur Le Borgne. La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État. Effectivement, vous avez vu Najat Vallaud-Belkacem donner des éléments de réponse sur les classes bilingues à Harlem Désir qui va répondre. D'abord, je veux excuser Jean-Marc Ayrault qui préside en ce moment même la conférence internationale sur la protection des enfants dans les zones de guerre. Et je veux vous remercier, vous et le groupe d'amitié France-Allemagne, pour votre engagement au service de la relation entre nos deux pays. Vous avez tu peux bouger les subs, c'est compliqué de bouger les subs, on ne sait pas trop où les mettre. À cette action franco-allemande. Tout au long de ce quinquennat, la France et l'Allemagne ont dû faire face ensemble, c'est vrai, à de nombreuses crises. Et je veux vous le dire, l'Europe n'aurait pas tenu sans la force de l'unité franco-allemande. Ensemble, nous avons fait face à la crise de la zone euro et nous avons assuré son intégrité. Nous avons lancé l'union bancaire, nous avons pris des décisions qui ont permis le maintien de la Grèce dans la zone euro. Ensemble, nous avons répondu... OMG, il est vivant, Harlem Désir, il est plus que vivant, il est secrétaire d'État aux affaires européennes, qui a un poste très très important. Nous avons fait en sorte que soient aidés les pays de premier accueil. Ensemble, nous avons établi et consolidé l'arsenal européen pour lutter contre le terrorisme, renforcer les échanges d'informations, la coopération policière, l'utilisation des fichiers de Schengen et d'Europol. Nous avons adopté le PNR européen. Ensemble, nous avons fait de l'Europe le fer de lance de la lutte contre le changement climatique. Et nous avons fait en sorte que l'Europe permette l'adoption de l'accord de Paris lors de la COP 21. Ensemble, nous avons également élaboré un agenda pour l'Europe de la défense et le projet d'un fonds européen de défense. Et ensemble, nous avons permis à l'Europe d'assumer ses responsabilités sur la scène internationale quand il s'agissait
de l'Ukraine avec le format Normandie, mais aussi l'accord sur le nucléaire iranien ou encore pour soutenir la stabilité dans les Balkans. Et sur le plan bilatéral, ça se transforme en choupa alors que ça tapait sur Najat Vallaud-Belkacem et la suppression des classes bilingues. Effectivement, c'est assez rare. On a vu un membre de la majorité poser une question assez désagréable pour le gouvernement puisqu'il a rappelé la suppression des classes bilingues. Il a déploré la suppression des classes bilingues au nom du groupe d'amitié franco-allemand. Qui s'engage dans l'apprentissage du français. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, je sais très bien que c'est l'avant-dernière séance de questions au gouvernement de cette législature. À nous aussi on le sait bien. Mais si je peux vous demander d'en profiter pour être moins bruyant et écouter les différents orateurs qui posent des questions ou les réponses des ministres. On pourrait en profiter pour saluer Acropolis pour tout le travail effectué quand même. Hein. Allez mon Dédé. C'est génial. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres... Allez, c'est Dédé Santini qui prend la parole. À Issy-les-Moulineaux, comme dans cet hémicycle, j'ai consacré ma vie à l'amélioration de celle des Français. Au niveau local, j'ai milité pour faire émerger les nouvelles technologies comme un outil de lien social, de développement économique. Demain, nous devrons faire face à la révolution de l'intelligence artificielle. Au niveau national et international, grâce à la loi Oudin-Santini, votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous avons contribué à consacrer plus de 150 millions d'euros à la solidarité nationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, améliorer l'accès à l'eau de 4 500 000 habitants du tiers-monde. Demain, nous devrons faire face au défi de l'excellence environnementale, qui n'est plus une option, mais une exigence légitime. Ce double engagement au niveau local et global démontre la pertinence de la complémentarité des mandats. J'affirme donc, avec la modestie qui me caractérise, que ces mandats n'ont pas été simultanément exercés en vain. Mais les temps changent. Le gouvernement a fait adopter une réforme du cumul des mandats. Sans présager de son efficacité ou de son échec, je souhaite que les futurs élus au sein de cette Assemblée sachent malgré tout entendre... André Santini qui s'en prend à la loi sur le cumul des mandats avec un graphique d'occupation à l'Assemblée nationale digne d'un encéphalogramme plat. C'est quand même osé, mais André Santini, donc, qui est maire de la ville d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980, je rigole pas. Ça fait, mais depuis Mathusalem, quoi, bientôt 40 ans. Bientôt 30 ans, pardon. Il a été... non, ça fait plus de 30 ans, excusez-moi. Il a été secrétaire d'État à la fonction publique de 2007 à 2009, mais surtout il a été ministre délégué à la communication à l'époque de Chirac à la fin des années 80. Au moment où vous étiez même pas encore né, il était déjà ministre. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Et donc, ce soutien de Nicolas Sarkozy qui plaide en faveur du cumul des mandats et qui est triste que le cumul des mandats disparaisse en juin prochain. Il aurait bien aimé continuer à être maire d'Issy-les-Moulineaux et député en même temps. André Santini, mais je pourrais dire, monsieur le député, je pourrais dire monsieur le maire, vous êtes élu local depuis 1971, depuis 1977 à Issy-les-Moulineaux, député depuis 1988 et je voudrais, de la façon la plus respectueuse, d'abord rendre hommage à l'action qui a été la vôtre, mais vous dire, pensez-vous réellement que l'énergie que vous avez mis à transformer la ville dont vous aviez la charge aurait été moins forte si vous n'aviez pas été député? Non, vous auriez eu, monsieur le maire, la même énergie. Pensez-vous qu'au Parlement, sur les questions qui relèvent de votre responsabilité, vous auriez manqué d'engagement, et notamment sur les questions liées à l'eau, liées à l'assainissement, si vous n'avez pas été élu local? Je ne pense pas que vous auriez manqué de cet engagement. Aujourd'hui, 55% des élus de cette Assemblée ne dirigent pas d'exécutif local. 55%. Pensez-vous que cette Assemblée soit moins ancrée? Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, qui se lance dans une diatribe contre le cumul des mandats en réponse d'André Santini. L'engagement, monsieur le ministre, du président de la André Santini qui en tout cas prouve que les plus acharnés des cumulards ne veulent pas lâcher le morceau, et même à l'avant-dernière séance de questions au gouvernement, 2 mois avant les élections, enfin plusieurs mois pardon, avant les élections législatives, continue à défendre mordicus le cumul des mandats. Je pense pour ma part au nom du gouvernement qu'il s'agit là d'une avancée majeure et que la question ne relève pas des mandats que l'on incarne, mais de l'ancrage territorial qui est le sien. Et de ce point de vue-là, le mode d'élection qui est celui aujourd'hui des membres de cette Assemblée garantit à tous ceux qui sont ici
de représenter les intérêts de leur population et en même temps l'intérêt général à faire la loi dans cette Assemblée et à pouvoir décider indépendamment des situations locales qu'ils connaissent, mais qu'ils ne privilégient pas dans cette Assemblée pour faire la loi. Alors, à travers vous, je veux remercier tous ceux dont c'est le dernier mandat et qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas et vous remercier pour votre engagement. Voilà, Bruno Le Roux qui remercie André Santini après lui avoir fait comprendre à quel point il n'était pas d'accord avec lui sur la question du cumul des mandats. C'est encore une réforme qui divise l'Assemblée nationale. Salut Crapule. Le président Claude Barthelone a rendu le rapport de la mission d'information sur les suites du référendum britannique. Je tiens à le remercier d'avoir pris cette initiative. Et puisque c'est la dernière semaine de la législature, je veux au-delà le remercier pour sa présidence de notre Assemblée, qu'il a exercée avec talent. Oh, le tonnerre d'applaudissements pour Claude Barthelone. Philippe Cordery, le député de la majorité, qui remercie le président de l'Assemblée nationale pour son travail, mais qui pose une question sur le Brexit, puisque Claude Barthelone, en plus d'être président de l'Assemblée nationale, a été le président de la mission d'information parlementaire sur le Brexit. Protégeant les citoyens européens vivant au Royaume-Uni et les Britanniques vivant en Europe en garantissant leurs droits. L'unité des 27, leur fermeté et leur capacité à défendre les principes fondateurs de l'Union européenne, comme l'indissociabilité des 4 libertés du marché unique, sera une condition déterminante de la réussite de ces négociations pour l'Union. Mais au-delà, il faudra éviter de jeter toutes nos forces dans ces négociations et ne pas nous détourner de l'objectif principal qui est de renforcer et de réorienter l'Union européenne, comme cela a été entamé depuis 5 ans sous l'impulsion de la France. Le socle européen des droits sociaux, avec notamment la convergence des salaires minimums et la portabilité du droit à la formation. Un budget de la zone euro pour investir davantage dans les transitions énergétiques ou numériques et nous protéger contre les crises. Une plus grande coordination en matière de sécurité et de défense. Tels sont les chantiers que nous devons consolider. C'est ce que nous ferons demain à Berlin avec notre président de groupe Olivier Faure et nos partenaires des groupes sociaux-démocrates européens. C'est ce que fera le président de la République à Versailles le 6 mars avec ses homologues allemands, italiens et espagnols. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle sera l'action de la France pour que la sortie du Royaume-Uni n'entrave pas le renforcement de l'Union européenne? Voilà, vous l'aviez demandé dans les questions au gouvernement que je vous avais demandé de poser avant le début de la séance. Et voilà le sujet du Brexit qui arrive sur la table et on va voir quelle est la position du gouvernement français sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le rapport d'information du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations est effectivement un travail extrêmement dense, fouillé, précieux. J'ai oublié de vous dire que Philippe Cordery, qui a posé la question, est un grand fan de rugby. Que le rôle que pourra jouer l'Assemblée nationale dans le suivi de ces négociations. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes s'est prononcée. Et il est élu des Français établis au Benelux. Que le gouvernement britannique puisse, comme l'a dit la Première ministre Theresa May, activer l'article 50 avant la fin du mois de mars. C'est donc sur cette base et dans le cadre qui a été fixé par les 27 chefs d'État et de gouvernement, qui avait été fixé d'ailleurs dès le 29 juin, puis répété le 15 décembre dernier, que l'Union européenne engagera les négociations. Votre rapport insiste à juste raison sur la nécessité d'abord de préserver la cohésion des 27 et de faire en sorte que ce soit les intérêts de l'Union qui l'emportent au cours de ces négociations. Nous sommes parvenus à présent à préserver cette unité en étant fermes sur quelques principes. D'abord, qu'il ne pouvait pas y avoir de pré-négociation avant l'activation de cet article 50. Deuxièmement, que l'accès au marché intérieur européen va de pair avec l'acceptation des 4 libertés. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut questionner le gouvernement? Théoriquement, il pourrait, mais il ne le fait pas. Non, c'est pas son rôle. Après l'activation de l'article 50, il appartiendra au Conseil européen, dans un format 27, de fixer des orientations pour les négociations, puis au Conseil Affaires Générales d'établir les directives initiales de négociation sur la base d'une recommandation de la Commission. C'est un petit peu technique ce que vient d'expliquer Harlem Désir, mais en gros, là, la procédure de négociation pour la sortie de l'Union européenne va dépendre d'une consigne qui va être donnée par le Conseil européen. Vous savez, le Conseil des ministres de l'Union européenne, pardon, et non pas le Conseil européen, ça n'a rien à voir. Qui va devoir donc donner la ligne directrice des négociations avec le Royaume-Uni. Et à la préservation des intérêts économiques. À l'heure où Emmanuel Macron rencontre Theresa May, la première ministre britannique aujourd'hui. Et c'est Eduardo Riancipel qui prend la parole. Monsieur le Président, ma question à son tour s'adresse au ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Monsieur le ministre, depuis 2012, le visage de la France a changé. Nous avons eu en particulier à faire face aux plus graves attaques terroristes que notre pays ait connues.
Nos policiers et gendarmes, qui sont d'ordinaire mobilisés pour protéger nos concitoyens dans la vie de tous les jours, ont été soumis à une dure épreuve. Au-delà de leur mission de lutte contre le crime et la délinquance, nos forces ont été mobilisées pour faire face au terrorisme. Depuis 2012... Il est quoi le président de l'Assemblée? Le président de l'Assemblée, il est de la même couleur que la majorité de l'Assemblée. Et je te laisse deviner de quelle couleur est la majorité de l'Assemblée. Pour créer des postes, améliorer le matériel, racheter des voitures et des gilets pare-balles, et donc faire face aussi contre le terrorisme. Alors que la majorité précédente avait supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes, nous avons fait le choix de reconstruire et de renforcer nos forces de l'ordre pour mieux les accompagner. À ce titre, les plans de lutte contre la délinquance et l'action de nos policiers dans les zones de sécurité prioritaires portent aujourd'hui leurs fruits. Nous avons formé de nouveaux policiers et gendarmes. Nous avons rebâti les services de renseignement. Nous avons recréé des milliers de postes. Nous avons amélioré aussi les équipements, et cela avec les difficultés qui nous ont conduits à faire face au terrorisme. Cet effort, nous l'avons aussi entrepris alors que la majorité d'avant avait beaucoup déconstruit, notamment à travers la fameuse réduction générale des politiques publiques, la fameuse RGPP. Ces efforts se concrétisent aussi, Monsieur le Ministre, sur ma circonscription, où enfin le commissariat de Torcy sera construit. Le financement Eduardo Riancipel, qui provoque les rires de l'opposition lorsqu'il cite le fait que dans sa circonscription, il a obtenu du gouvernement la création d'un commissariat apparemment, ou alors l'augmentation de ses moyens. Eduardo Riancipel, qui était dans l'équipe de campagne de François Hollande en 2012, qui est élu de Seine-et-Marne, et il a un master de philosophie, il a été diplômé de Sciences Po. Député Eduardo Riancipel. Voilà. Je voulais vous confirmer la priorité qui a été celle, d'abord parce qu'il était nécessaire de le faire compte tenu de l'état de nos forces de sécurité, notamment des réductions... Effectivement, la question d'Eduardo Riancipel était quand même très choupa, puisqu'il a dressé les lauriers, il a tressé les lauriers du bilan du quinquennat sur la question de la sécurité. C'est unanime à renforcer l'arsenal juridique de nos forces de sécurité, notamment des services de renseignement par 5 lois, et à adopter des moyens qui étaient sensiblement très différents de ceux qui avaient pu être votés sous la précédente législature, notamment les moyens matériels et les moyens humains. Il y a un débat qu'il y a eu pendant quelques mois, et notamment ces dernières semaines dans l'Assemblée, sur les effectifs qui avaient été créés durant cette législature. Bernard Cazeneuve a souhaité demander à l'Inspection générale de l'administration et à l'Inspection générale des finances un rapport qui m'a été rendu la semaine dernière, le 17 février, rapport dont je rendrai destinataire la Cour des comptes et les présidents des 2 assemblées dès que j'aurai fini de répondre à vos questions. Ce rapport confirme que les moyens budgétaires ont été mobilisés à plein régime pour créer 8 837 emplois supplémentaires entre 2013 et 2017, conformément aux engagements qui avaient été pris par le Président de la République et le gouvernement. Les chiffres sont parlants d'ailleurs. Nous sommes passés en 4 ans de 488 sorties d'école de police en 2012 à 4 600 cette année, et ce seront encore 4... Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, qui est sous le feu des projecteurs actuellement avec cette histoire Théo, ce dramatique fait divers, si on peut dire. En tout cas, la justice est en train d'enquêter dessus. Il y a eu des manifestations partout en France cette semaine en soutien à Théo et contre les violences policières. Le ministre Bruno Le Roux qui fait en tout cas une réponse sous forme d'autocongratulation sur le bilan du quinquennat en matière de sécurité. Il a parlé des créations de postes, il a parlé de tout ce qui a été fait. Merci. Voilà. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. La France comptera peut-être bientôt un joyau naturel supplémentaire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dossier est en train d'être constitué par mon collègue et ami Gaby Charroux, maire de Martigues. Dans les Bouches-du-Rhône, il s'agit du caractère exceptionnel de l'étang de Berre. Cette gigantesque mer intérieure est le plus grand étang salé d'Europe, vaste comme 1,5 fois Paris. Il faudra pour cela lever les blocages et affirmer une volonté politique afin de réhabiliter cet espace abîmé par l'homme, les pollutions engendrées depuis des décennies par l'industrie pétrochimique, l'explosion démographique et surtout les rejets massifs d'eau. Un petit coupage de son, non, c'est bon. Centrale EDF de Saint-Chamas. La réhabilitation de l'étang permettrait le rétablissement des équilibres fragiles de la biodiversité. Elle emporterait aussi avec elle l'amélioration du cadre de vie des habitants
et l'essor des activités de pêche et de tourisme. Des milliers d'emplois pourraient être créés à l'heure où l'industrie connaît un repli, ce n'est pas anodin. Un dossier bloqué depuis 15 ans pourrait constituer une avancée décisive dans la reconquête de l'État. Il s'agirait de... Merci Jean Fou pour ton message, il fait super plaisir. Merci beaucoup. Jean-Pierre Magui, donc, qui est en train de poser une question. Jean-Pierre Magui, c'est un député des Bouches-du-Rhône qui est en train de poser une question très locale sur l'étang de Berre. Le Parisien a révélé le 14 février dernier que, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les habitants qui habitent à proximité de l'étang sont exposés à un cocktail de polluants, avec une hausse des cancers et des maladies chroniques à la clé. Jean-Pierre Magui, c'est un député intéressant puisqu'il a démissionné du groupe socialiste pour adhérer au groupe radical républicain démocrate et progressiste, RRDP, le groupe dans lequel il est en train de poser une question. Il a démissionné du groupe PS pour protester contre la création de la métropole d'Aix-Marseille. Voilà, dernière chose qui peut vous intéresser sur Jean-Pierre Magui, sachez que, ou Magui, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, sachez qu'en 2016, il a été mis en examen pour détournement de fonds publics, trafic d'influence et favoritisme pour des faits qui remontent à l'époque où il était président du service d'incendie et de secours du département des Bouches-du-Rhône. Tous les élus de ce territoire de souligner le caractère exceptionnel de l'étang de Berre, puisqu'avec 155 km², cette gigantesque mer intérieure est le plus grand étang salé d'Europe qui accueille plus de 50 000 oiseaux tous les ans en hivernage. Et c'est vrai que ce chantier considérable de reconquête de la qualité de cet espace et de la biodiversité est un enjeu que vous avez raison de défendre, que je soutiens également. Je partage aussi vos inquiétudes et vos impatiences. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris 3 décisions. Premièrement, j'ai demandé au préfet de réunir les parties prenantes, en particulier le Grand Port de Marseille, l'Agence de l'eau, les élus du territoire, les entreprises concernées, pour arrêter enfin définitivement un prix précis des travaux qui sont à faire. Deuxièmement, je diligenterai dès la semaine prochaine une inspection générale pour que nous puissions aussi voir très clair sur cette évaluation. Et enfin, je me rendrai sur place à cette occasion pour vous annoncer les décisions définitives. Et j'en profiterai pour signer des contrats de territoire à énergie positive qui sont... Voilà, Ségolène Royal qui donne la batterie de disposition qu'elle va prendre sur cet état de Bure, cet étang de Berre, excusez-moi, dans les Bouches-du-Rhône. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Jean-Marc Ayrault, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Vos successeurs à Matignon, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ont pris l'habitude d'invoquer ici les déclarations entendues dans la campagne présidentielle. Pourquoi pas, mais si vous êtes membre d'un gouvernement socialiste, vous êtes encore ministre de la France. Et tout le monde s'interroge sur l'absence de réaction du gouvernement après la déclaration d'Irante de M. Macron à la télévision algérienne. Je cite, « La colonisation française est un crime contre l'humanité ». Yves Sanzy, donc, qui apporte dans l'hémicycle la déclaration de Emmanuel Macron sur les crimes contre l'humanité que représente, selon lui, selon l'ancien ministre de l'économie, la colonisation. L'évangéliste se résume, déclaration après déclaration, à sonder le vide. Il pourrait s'agir d'une macronade supplémentaire, car nul n'est besoin d'en dénoncer la stupidité sur le plan historique. Surtout, c'est une insulte profonde, grave et inadmissible, faite à notre pays. L'expression crime contre l'humanité est définie à l'article 6 de la Charte de Londres, établissant le statut du tribunal de Nuremberg. Cette grave accusation est celle d'un crime imprescriptible, qui outrage De Gaulle et les gouvernements français, qui diffame le nom de chaque soldat français mort pour la France en Afrique du Nord, qui attaque la dignité de toutes les familles de harkis, de pieds noirs et de rapatriés, qui ravale tous les anciens combattants recueillis devant nos stèles au rang de complices de crimes contre l'humanité et de barbarie passible de traduction devant un tribunal pénal international. Monsieur le ministre, il est inadmissible que ce spécialiste du baiser de Judas, puisqu'il aime les comparaisons christiques, vienne ainsi cracher... C'est pas mal. Spécialiste du baiser de Judas à propos d'Emmanuel Macron. Et déshonorer la France. Monsieur le ministre, vous avez été Premier ministre, vous avez le sens de l'État et celui de l'histoire de France. Yves Sanzy, donc, qui attire l'attention de Jean-Marc Ayrault, qui malheureusement n'est pas présent dans l'hémicycle, ne pourra pas lui répondre directement sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'est plus ministre du gouvernement, qui présente sa candidature à la présidentielle contre le candidat soutenu par le Parti Socialiste, Benoît Hamon, sur la question de la colonisation, crime contre l'humanité. Je précise juste que Yves Sanzy est à la tête d'une mission parlementaire sur le burn-out. Il veut faciliter la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, ce qui fait un point commun avec Benoît Hamon, comme quoi... La France est liée à l'Algérie de par son histoire. Il y a également de très profonds liens humains
culturelle qui lie nos deux pays. Le passé colonial a été brutal et tragique, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est celui de la paix des mémoires. L'Algérie est un partenaire important de la France, un partenaire politique et un partenaire économique. Il nous faut aujourd'hui construire un avenir commun. Et c'est dans cette démarche que s'inscrit l'action du président de la République et du gouvernement. Dès 2012, François Hollande s'est rendu en Algérie. La déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie, signée lors de cette visite, a été suivie de la mise en place d'un comité intergouvernemental haut niveau et d'un comité mixte économique franco-algérien. C'est en renforçant notre coopération dans tous les domaines avec l'Algérie que nous contribuerons à la paix des mémoires. Et je crois que tous ici, nous devons nous consacrer à ces relations indispensables pour nos deux pays, pour la Méditerranée, entre la France et l'Algérie. Je vous remercie. Harlem Désir qui ne fait pas le bonheur de l'opposition avec sa réponse très lénifiante sur la question de la colonisation du territoire algérien. De l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social. Madame la ministre, le département de l'Hérault et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée font partie des territoires français qui ont le plus à subir les abus constatés autour des travailleurs détachés dans le secteur du bâtiment lorsqu'ils sont synonymes de dumping social et de concurrence déloyale. Dans ces territoires frontaliers ou relativement proches des frontières européennes, cette pratique économique d'un autre temps lorsqu'elle incarne un contournement du droit du travail a des conséquences d'autant plus fortes que le secteur du bâtiment est un vecteur de croissance et d'emploi. Elle représente une triple peine puisqu'elle est néfaste pour ceux qui sont exploités au mépris de leur sécurité, pour ceux qui voient leur emploi détruit sur l'autel du travail illégal et pour une économie dont l'enrayement est inévitable lorsque ses moteurs s'inscrivent dans cette logique destructrice. Depuis 2012, beaucoup a été fait par les professionnels qui savent que leur survie en dépend et qui mesurent leurs responsabilités. Dans l'Hérault, la Fédération du bâtiment... C'est quoi fonctionnaire de catégorie A? Fonctionnaire de catégorie A, c'est cadre de la fonction publique. Le label bâtiment citoyen, par le gouvernement et les parlementaires qui ont fait évoluer la législation, comme l'illustre la carte d'identité professionnelle obligatoire sur les chantiers du BTP pour faciliter les contrôles. Ces contrôles se multiplient. Récemment, sur ma circonscription, le contrôle d'un chantier où travaillaient 23 personnes a permis de relever 2 infractions liées au travail dissimulé et 8 détachements irréguliers de travailleurs. Aux côtés des mesures nationales, s'est engagé un combat européen pour que la directive sur les travailleurs détachés évolue. Cela est tout aussi complémentaire qu'indispensable. Madame la ministre, serait-il possible d'avoir un bilan de l'action du gouvernement contre la concurrence déloyale sur le terrain, mais également dans une perspective... Christian Assaf, donc le député PS, qui pose une question au gouvernement sur la lutte contre le travail détaché. Walter, secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et c'est Clotilde Walter qui va lui répondre. Le député Christian Assaf. La liberté de prestation de services est dans l'Union européenne une liberté fondamentale. Et la France en bénéficie puisqu'elle est le 3e pays pourvoyeur de salariés détachés. Mais liberté ne veut pas dire fraude. Et c'est parce que la fraude et les fraudes minent notre modèle social que le gouvernement lutte avec détermination contre les fraudes au travail détaché. Monsieur le député, nous agissons... Travail détaché, ça n'a aucun lien avec le dumping social, si ça peut avoir un lien. Myriam El Khomri est mobilisée et mobilise ses collègues... Le dumping social, c'est le fait d'utiliser des entreprises étrangères qui ont un droit du travail plus souple. La directive de 1987. Et travailleurs détachés, c'est le fait de faire bosser les ressortissants de ces pays-là sur le territoire. Nous ne sommes pas seuls et nombre de pays européens sont à nos côtés pour obtenir cette modification. Nous agissons aussi, monsieur le député, vous l'avez dit, à l'échelle nationale, grâce au renforcement de la législation avec 3 textes successifs, 3 modifications législatives, les lois Savary, Macron et la loi Travail. Grâce à cela, les contrôles ont été renforcés et nous sommes passés de 500 contrôles par mois en 2015 à 1500 en 2016. Nous avons également renforcé ces contrôles dans la mesure où les sanctions sont passées elles aussi à des niveaux élevés avec 500 000 euros d'amende pour le chef d'entreprise qui est en manquement.
De la même façon, nous avons inscrit dans la loi la suspension des chantiers. Et dans l'Hérault, monsieur le député, depuis 1 an, les services de l'État sont intervenus 124 fois. Il y a eu 5 suspensions de chantiers et 22 Merci amendes ont Madame été la secrétaire prononcées. d'État. La parole est à Monsieur Michel Herbillon. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est la fin de la réponse sur les travailleurs détachés. Madame la ministre, chaque fois que l'opposition vous questionne dans cet hémicycle, vous faites avec votre objectivité légendaire un bilan élogieux du quinquennat de François Hollande en matière d'éducation. Vous êtes la seule à le faire. Qui d'autre, en effet, oserait chanter les louanges des 3 ministres qui se sont succédés en 5 ans au ministère de l'Éducation nationale? Certainement pas les parents, certainement pas les enseignants, qui garderont un goût amer des promesses non tenues et de la brutalité avec laquelle vos réformes ont été menées. Je pense à la désastreuse réforme des rythmes scolaires qui a été imposée aux enseignants, aux familles et aux communes contre leur avis et qui s'est faite au détriment des enfants. Fatigue accrue des élèves, absentéisme en hausse, réduction des temps d'apprentissage en maternelle et au CP, inégalité entre les communes dans l'offre des activités périscolaires. C'est cela le vrai bilan de la... Michel Herbillon, le député Les Républicains, qui attaque directement le bilan du quinquennat en matière scolaire. Il est juste devant Lucien de Gauchy, qui est avec sa très très belle veste jaune dans le cadre de la caméra. Michel Herbillon qui a soutenu Jean-François Copé pendant la primaire de la droite et du centre. Il y a eu pour cette réforme, je cite, une forme de brutalité dans sa mise en œuvre qui aboutit à son inefficacité, on ne saurait mieux dire. Une récente enquête de BVA souligne que plus de 9 parents sur 10 réclament que l'école se réforme enfin, ce qui traduit un niveau d'insatisfaction considérable alors que François Hollande avait promis de refonder l'école. Alors, Madame la Ministre, à l'heure du bilan, au lieu de pratiquer comme à chaque fois l'autosatisfaction ou la critique du précédent quinquennat, pourquoi ne vous inspirez-vous pas de la méthode de votre ancien collègue du gouvernement Emmanuel Macron, qui pratique désormais la culture de l'excuse? Que regrettez-vous? De quoi vous excusez-vous? Et que ferez-vous autrement? Que regrettez-vous, Madame Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, qui va répondre à Michel Herbillon sur le bilan du quinquennat en matière scolaire? Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Herbillon, cette dernière semaine de législature est l'occasion de tirer un bilan non pas du quinquennat qui est loin d'être terminé, mais de la qualité du travail engagé avec le Parlement. Je veux donc commencer par remercier très chaleureusement tous ceux d'entre vous qui ont contribué à adopter la loi de refondation de l'école, tous ceux d'entre vous qui ont voté les budgets pour l'éducation nationale et en ont fait la première priorité de notre nation, qu'ils sachent que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, des professeurs en nombre sont revenus devant les classes, des professeurs qui sont désormais formés grâce à la reconstruction de leur formation, qui sont désormais mieux rémunérés, qu'ils sachent que c'est grâce à eux que des enfants en situation de handicap sont aujourd'hui 30% de plus à être accueillis dans nos écoles par rapport à 2012. Qu'ils sachent que c'est grâce à eux si nous avons réduit le nombre de décrocheurs scolaires de 140 000 à 98 000 en 5 ans. Qu'ils sachent que c'est grâce à eux si les résultats scolaires s'améliorent notablement dans les écoles et les collèges de l'éducation prioritaire, ou si encore 75% des enfants aujourd'hui bénéficient d'activités périscolaires contre 25% en 2012. Monsieur le député Herbillon, je suis beaucoup plus dubitatif. Najat Vallaud-Belkacem qui fait une réponse sous forme de remerciement aux députés qui ont soutenu sa politique. L'école ni les budgets. Leurs électeurs n'ont pas eu à en souffrir car nos investissements ont bien été faits sur tout le territoire, guidés par le seul intérêt des élèves. Mais je me demande simplement et sincèrement si vous avez le sentiment du devoir accompli quand vos questions auront consisté pour l'essentiel à traiter les décrocheurs scolaires de paresseux, à déplorer qu'on dépense trop pour l'éducation, à faire la promotion de l'école privée, à jeter sans arrêt l'anathème sur nos professeurs. Monsieur le député, la réponse est dans ma question. Merci. Voilà, là, Najat Vallaud-Belkacem qui finit sa réponse par un renvoi dans les cordes de toutes les questions qui ont été posées par les Républicains, pas par l'opposition du coup, pendant tout le quinquennat. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie. En novembre 2012, le rapport dit Gallois venait dresser un diagnostic précis de notre industrie. Il faisait état des atouts,
la qualité des produits, une main-d'œuvre qualifiée et performante, l'émergence de PME innovantes, mais stigmatiser la situation catastrophique dans laquelle elles se trouvaient. 750 000 emplois industriels perdus entre 2002 et 2012. Un solde de la balance commerciale qui passe de 3,5 milliards à un déficit de 71 milliards en 2011. Une part de l'industrie qui passe de 18% en 2000 et un peu plus de 12,5% en 2011. Des délocalisations massives des outils de production. Cette situation est le résultat d'un abandon, celui de l'industrie au profit du secteur marchand et du capitalisme financier. Nous en connaissons les conséquences douloureuses dans un territoire que je représente, la Sambre-Avesnois. Les salariés de Sambre-et-Meuse, Akers, Vallourec en sont les dernières victimes. Depuis 2012, nous menons une stratégie de reconquête industrielle car il ne peut y avoir d'économie forte sans industrie forte. Nous avons concentré des moyens sans précédent. 3 plans d'investissement, soit 57 milliards d'euros sur 10 ans pour la recherche numérique et la transition énergétique. Sur mon territoire, la relance de l'automobile permet à MCA de créer des emplois. L'accord avec les Britanniques pour la construction du double réacteur d'Hinkley Point apportera 60% d'activité du site d'Areva-Gemont. La réouverture d'un flotte AGC Boussois répond à une reprise du logement et de l'automobile. La construction de 12 marins pour l'Australie assure le carnet de commandes de Gemont Électrique. Alors, Monsieur le Ministre, quelles sont les mesures que vous prenez pour conforter 2 secteurs fragiles, la métallurgie et le ferroviaire? Rémi Pauvros, le député du Nord, qui est dans son rôle de porte-parole du territoire, en demandant quelle est l'action du gouvernement en matière de lutte contre la désindustrialisation. Merci, la parole est à Monsieur Christophe Sirugue. Et c'est Christophe Sirugue qui va lui répondre sur ce point-là. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rémi Pauvros. Ça veut dire quoi, autre profession? J'en sais rien. Les professions des députés, de toute façon, c'est un régime déclaratif, donc il n'y a écrit que ce que les députés ont bien voulu écrire. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, autre profession. Avec le CICE, avec le pacte de responsabilité, avec les efforts faits sur les cotisations sur les allocations familiales, avec les efforts engagés sur le suramortissement, des résultats importants ont été obtenus. Parmi ces résultats, je veux souligner le rétablissement des marges de nos entreprises au niveau de ce qu'elles étaient avant la crise. Je veux souligner l'augmentation importante du nombre de créations d'entreprises qui est aussi un élément significatif. Je veux souligner le retour de l'investissement dans les entreprises avec aujourd'hui près de 5% d'investissement en hausse, ce qui montre bien que ces éléments ont été productifs en termes de soutien. Mais nous avons encore à travailler, et vous l'avez mentionné, pour permettre d'accompagner des filières et jusqu'au bout du quinquennat, nous travaillerons dans l'accompagnement de ces filières. Des contrats de filière sont signés très régulièrement. Nous en signerons un dans quelques instants avec la ministre Audrey Azoulay pour ce qui concerne la filière communication. Nous le ferons jeudi pour la filière des services à la personne avec la ministre Pascale Boitard et avec la ministre Ségolène Neuville. Et nous soutenons bien évidemment la métallurgie et le secteur ferroviaire avec des contrats de filière qui soient suffisamment puissants. China number one. Pris ses responsabilités. Big up Manus, tu passes dans le chat. China number one. Dans le secteur ferroviaire, dans le secteur naval, dans le secteur de l'automobile, parce que nous avons besoin de dire ce qu'est l'accompagnement que nous voulons pour ces secteurs qui représentent un nombre d'emplois considérable. Mais nous avons aussi besoin de les accompagner dans des transitions qui sont essentielles. La transition écologique, la transition numérique, parce que l'industrie du futur, c'est une industrie qui doit parler à tous les secteurs industriels et que parce que l'industrie du futur, c'est une industrie qui donnera justement de l'emploi au plus grand nombre. C'est ça l'objectif qui a été suivi et fixé par le gouvernement. Voilà. Merci. Christophe Sirugue qui finit sa réponse à Rémi Pauvros sur l'industrie et les contrats de filière. Après mon collègue et ami Herbillon, ma question s'adresse à Madame le ministre de l'Éducation nationale. Je souhaiterais, Madame, vous alerter sur les difficultés de recrutement que rencontrent les professeurs des écoles du premier degré. D'après le rapport budgétaire des sénateurs Jean-Claude Carle et François Ferrat, remis en novembre dernier, les démissions d'enseignants stagiaires ont augmenté entre 2012 et 2016, le taux triplant dans le premier degré et doublant dans le second degré dans les années de référence. Jusqu'en novembre, les recrutements sur la liste complémentaire pour pallier les démissions des professeurs stagiaires fonctionnaient normalement. L'Académie faisait appel aux candidats sur la liste complémentaire dans l'ordre du classement. Or, le 20 novembre dernier, le rectorat de l'Académie Aix-Marseille informait les candidats sur la liste complémentaire qu'il n'y avait plus de budget pour ces recrutements.
Malgré les démissions qui perdurent, les recrutements sont donc interrompus par décision de votre ministère. Les postes donc ne sont plus pourvus. Certains postes sont pris par des remplaçants, ce qui occasionne par ailleurs un manque de remplaçants dans certaines circonscriptions. Cette situation va donc engendrer de grosses difficultés au niveau des affectations à la rentrée prochaine, puisqu'il manquera des professeurs des écoles. Cette situation a pu nous interroger sur les raisons qui conduisent autant de stagiaires à démissionner. Faut-il y voir notamment des lacunes dans la formation initiale ou des difficultés tout simplement à enseigner dans certaines zones? Elle révèle, quoi qu'il en soit, une totale défaillance du ministère en termes de gestion des ressources humaines. J'aimerais donc savoir quand prendrez-vous des mesures pour débloquer la situation afin qu'un enseignement de qualité puisse continuer à être assuré dans l'Académie d'Aix-Marseille, afin que tous les élèves puissent avoir un enseignement et que les candidats inscrits sur liste Guy Tessier, donc le député de la circonscription d'Aix-Marseille, pose une question au gouvernement sur le recrutement des enseignants dans cette académie. Je précise qu'il a été membre de plusieurs partis d'extrême droite avant de rejoindre l'UMP. Il est élu donc dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il est conseiller municipal de Marseille et vice-président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Vous nous parlez de l'académie d'Aix-Marseille. Juste pour rappel pour l'ensemble de l'Assemblée, entre 2008 et 2012 dans cette académie, ce sont 1518 postes qui ont été supprimés. Entre 2013 et 2017, dans cette même académie, ce sont 1620 postes qui ont été créés. Donc, monsieur le député, oui, nous créons des postes. D'ailleurs, pour vous répondre sur le premier degré, rien qu'à la rentrée qui vient, à la rentrée 2017, ce sont encore 200 nouveaux postes qui vont être créés pour le premier degré, ce qui va permettre, je vous remercie de l'appeler de vos voeux, d'avoir cette priorité aux primaires, cette préscolarisation des enfants de moins de 3 ans, ce plus de maîtres que de classe qui fonctionne si bien, mais aussi des moyens pour remplacer les enseignants absents ou pour assurer la formation continue des professeurs. Monsieur le député, je vais vous dire tout de même que c'est sur tout cela que vous reviendrez si le programme de monsieur Fillon s'applique et qu'au bas mot, entre 100 et 150 000 postes d'enseignants sont supprimés demain. Mais bon, revenons à votre question. Vous disiez, il y a ces dernières semaines, en effet, des enseignants qui se sont absentés et vous regrettez qu'on n'ait pas fait appel à des listes complémentaires pour les remplacer. Parce que la règle est simple, dans ces cas-là, on fait appel à des postes contractuels, monsieur le député, pour une raison simple, c'est que ceux qui sont sur liste complémentaire, eh bien, ils n'ont pas suivi la formation initiale que nous avons prévue désormais pour tous nos enseignants. Et donc, à partir de la Toussaint, je vous le confirme, dans toutes les académies, ça n'est pas aux listes complémentaires que nous faisons appel, mais aux contractuels. Najat Vallaud-Belkacem qui répond aux députés sur les créations d'enseignants, sur les créations de postes d'enseignants dans la circonscription. Elle a commencé sa réponse, vous l'avez entendu par rappeler, le nombre de postes qui ont été supprimés à l'époque où c'était la droite et le nombre de postes qu'elle a créé depuis que la gauche est au gouvernement. C'est très souvent la méthode de réponse de Najat Vallaud-Belkacem aux questions posées par les députés UMP, enfin ex-UMP et actuels les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, en ce 21 février, de rappeler ici l'exécution de 23 résistants du groupe FTP de la main-d'œuvre immigrée de Missak Manouchian par les nazis en 1944. C'est aujourd'hui le jour de mémoire de la fusillade, enfin de l'exécution plutôt, du groupe des FTP-MOI Missak Manouchian pendant la guerre par les nazis au Mont-Valérien. Et je voulais saluer leur mémoire devant la représentation nationale. C'est Léo Ferré qui avait fait une chanson sur Manouchian? Je me souviens plus. En 2017, mes chers collègues, la France est confrontée à d'autres périls, à de vrais terroristes. Il y a presque 5 ans, le terroriste Mohamed Merah assassinait des militaires, des enfants, des professeurs. Le terrorisme frappait à nouveau le sol national et les 5 dernières années ont marqué la France à jamais. Faire face, rester debout, résister implique une action énergique de l'État et chaque attentat déjoué est une grande victoire. Chaque échec est un traumatisme. Chaque échec de la lutte antiterrorisme nous laisse avec des victimes directes et des victimes indirectes, des blessés, des proches, des corps meurtris, des têtes blessées. Dans le Val-de-Marne, où je suis élu, nous avons 130 victimes ou blessés.
Plusieurs mineurs doivent être reconnus pupilles de la nation. Alors, Madame la Ministre, en 2015, l'exécutif a pris l'initiative de créer un secrétaire d'État aux victimes. C'est une bonne nouvelle. Vous venez d'annoncer sa pérennisation. Pourquoi et quel est le bilan de cette action ? Jean-Luc Laurent qui pose une question, vous avez vu son graphique d'occupation en tant que parlementaire, il est très actif à l'Assemblée nationale. C'est un député modèle, conseiller municipal du Kremlin-Bicêtre, donc dans la Marne. Il est très impliqué sur la question du logement et du Grand Paris et plus récemment, il s'est beaucoup impliqué contre l'armement des polices municipales. Suite à l'affaire Théo, vous savez que la droite, je crois, avait déposé une proposition de loi en ce sens. Et c'est Juliette Méadel, la secrétaire d'État aux victimes, qui répond. En effet, 1 an aujourd'hui, où nous avons mis en place un service public de l'aide aux victimes complet, ouvert, et que la plupart des pays du monde nous reconnaissent comme étant un service public exemplaire. Qu'avons-nous fait très concrètement? Nous avons commencé par revoir le système d'indemnisation, le réformer, avec notamment le fonds de garantie qui est le FGTI, avec lequel nous allons signer demain une convention pour humaniser et individuer la prise en charge. De quoi s'agit-il? Nous protégeons en France parce que c'est notre projet de société. Nous protégeons les Français décédés à l'étranger et toute personne décédée par attentat terroriste. Conseiller municipal du Kremlin-Bicêtre. Français ou étrangers. Il n'y a pas de distinction selon les origines, car c'est notre vision et la fierté d'une France généreuse et d'une France qui respecte les droits de l'homme. Nous avons consacré aujourd'hui pour 6 686 victimes d'attentats terroristes en seulement 2 ans. 6 686 victimes d'attentats terroristes en seulement 2 ans. Le fonds de garantie, c'est-à-dire l'État, nous, puisqu'il s'agit d'argent public... Jean nous a caché qu'il est passé sur France Bleu ce week-end. 7,4 millions d'euros. Et je veux rendre ici hommage à l'action du gouvernement et en particulier du ministre des Finances avec lequel nous avons réformé le système d'indemnisation qui est aujourd'hui un pilier essentiel de l'aide aux victimes. Enfin, et pour répondre du reste à la demande unanime du Parlement, et en particulier de la commission d'enquête parlementaire de Fenech et de Georges Pietrasanta, nous avons pérennisé ce secrétariat d'État en créant un secrétariat général à l'aide aux victimes qui grave dans le marbre ce que le gouvernement... Marie-Christine Dalloz. Voilà, il y a un secrétariat général qui a été créé pour l'aide aux victimes. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un principe de fonctionnement interministériel. Nous sommes à la fin de la session parlementaire, à la veille de l'élection présidentielle et à l'heure des bilans. Quel est le bilan de votre quinquennat? On pourrait le résumer en 3 mots. Matraquage, échec et mensonge. Matraquage, vous avez augmenté massivement les impôts des ménages. Vous avez renforcé la concentration de l'impôt sur un nombre toujours plus réduit de contribuables. Vous avez mené à l'égard des entreprises une politique instable et incohérente. À cela s'ajoutent vos échecs. La promesse de l'inversion de la courbe du chômage, qui aura marqué le quinquennat comme un feuilleton dramatique. Ainsi, le chômage augmente de 1,1 million de demandeurs d'emploi. Quand la priorité était à l'emploi, les inscrits en catégorie A augmentent en 5 ans de socialisme de 551 000 chômeurs. Ce quinquennat restera celui des freins aux entreprises et à l'emploi, plutôt que de libérer les forces vives... BG, le mec derrière avec la veste jaune. Le mec derrière avec la veste jaune, c'est Lucien de Gauchy, c'est notre chouchou sur Acropolis. C'est Lulu. Si vous allez sur la boutique d'Acropolis sur acropolis.fr, vous verrez, il y a même des sweats et des t-shirts à l'effigie de... Enfin, en clin d'œil à Lulu. La France, lanterne rouge en Europe, malgré une conjoncture de facteurs... Bref, Marie-Christine Dalloz, la députée du Jura, qui pose une question au gouvernement pour enterrer son bilan en disant que le bilan du gouvernement est catastrophique. Je précise que Marie-Christine Dalloz, elle est banquière de profession, actuellement gérante d'une société de conseil en formation. Et elle est une soutien de Nicolas Sarkozy. Elle a été secrétaire nationale à la fiscalité de l'UMP. 56,8% à l'époque de l'UMP. 2015. Mensonge toujours sur la dette abyssale. Elle atteindra 2195 milliards d'euros en 2017, soit une augmentation de 325 milliards pendant votre quinquennat. Que penser de votre héritage lourd pour vos successeurs, d'autant si l'on prend en compte toutes les promesses électorales non financées? Et est-ce pour ces raisons que le président Hollande a finalement décidé de renoncer? Merci. La parole est à Monsieur Christian Ecker, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Marie-Christine Dalloz, Mesdames, Messieurs les députés. Vous parlez de mensonges, vous parlez d'explosion de la dette, mais Madame Dalloz, ayez l'honnêteté, vous qui êtes assidue à nos débats, pas toujours attentive, mais assidue,
vous qui êtes assidue, madame la députée, vous Pas devriez mal. savoir et vous souvenir. Vous qui êtes assidu, pas toujours attentive, mais assidu, ça a fait marrer tout le monde. La dette Y publique compris les membres du gouvernement derrière. Alors quand un gouvernement l'augmente de 300, on peut dire qu'il a fait mieux ou moins mal, en tout cas de moitié. Madame la députée, vous parlez de matraquage. Moi, je parlerai plutôt de rattrapage. Pourquoi ? Vous aviez laissé un déficit de plus de 5%, près de 150 milliards de déficit en 2010. Il est aujourd'hui réduit de moitié, madame la députée. Mais la Cour des comptes ne dit pas autre chose, madame la députée. Mon inquiétude ne vient pas des excès de vos propos, il faudrait 1 heure pour vous répondre. Mon inquiétude, elle vient surtout de ce Ah, on a un petit coupage de son, bougez pas, ça va revenir. programme des uns et des autres. Ah, il va attaquer François Fillon. Que la dépense publique doit être diminuée de 100 milliards, quand j'entends que 500 000 fonctionnaires doivent disparaître, sans toucher à la défense, sans toucher à l'hôpital, sans toucher à la justice et à la sécurité, sans toucher aux collectivités territoriales. Mais je me dis, comment feront ces magiciens pour réussir à tenir des propos de tribune? Christian Eckert qui tacle directement le programme de François Fillon qui a promis la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Et Christian Eckert qui a précisé qu'il ne toucherait pas, qu'il ne fallait pas toucher à la défense, à la police, aux collectivités locales. De l'an dernier. Merci, monsieur Eckert. Voilà, c'était la réponse de Christian Eckert sur la question des déficits et de la gestion des comptes. Monsieur le ministre Réponse à Marie-Christine d'économie. Dalloz. C'est Lionel Tardy qui pose une question, on l'écoute. À grand renfort de communication, le président de la République, François Hollande, annonçait un choc de simplification pour les particuliers et les entreprises. 4 ans plus tard, l'heure est au bilan. À bien des égards, la montagne semble avoir accouché d'une souris. Il y a, comme souvent avec ce gouvernement, un vrai décalage entre les paroles et les réalités vécues au quotidien par nos concitoyens. Pour les particuliers, la simplification n'est souvent qu'une apparence. Oui, la feuille de paie va, par exemple, être simplifiée. Mais au lieu de simplement masquer certaines lignes, n'aurait-il pas mieux valu pour les salariés et les entreprises alléger le coût du travail? Mieux, certaines nouvelles mesures anti-simplification vont très bientôt faire leur apparition dans le quotidien des Français, comme le prélèvement à la source ou, pour certains, le permis de louer. Pour les entreprises aussi, le bilan est très mitigé. De nombreuses mesures ont été prises, mais elles sont souvent contrecarrées par la mise en place de nouvelles mesures encore plus complexes, comme la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative pour les PME, la collecte de l'impôt à la source ou le compte pénibilité, merveilleuse usine à gaz, unique au monde qui laissera des traces. Tout cela est un peu à l'image du principe de silence de l'administration, voire accord, que j'ai déjà évoqué dans cet hémicycle. Sur 3 600 procédures potentiellement concernées par ce principe de simplification, vous avez prévu près de 1 200 exceptions, soit un tiers. Cet exemple est à l'image de votre choc de simplification, décevant et vidé de sa substance. Lionel Tardy qui s'en prend violemment au choc de simplification voulu par François Hollande il y a 4 ans et qui, selon lui, a accouché d'une souris. Il a parlé d'usine à gaz. Lionel Tardy, c'est un bonhomme qui peut vous intéresser puisqu'il est député UMP de Savoie. Il est informaticien de profession et figurez-vous qu'il a soutenu l'ensemble des mesures pour la transparence de la vie publique. Il a voté contre le cumul des mandats, il s'est opposé à la loi renseignement et il a voté contre la riposte graduée dans la loi Hadopi. C'est un peu un geek de droite, Lionel Tardy. Commencer mon propos en disant merci pour votre question plus équilibrée que votre collègue Sturny qui m'a posé la même question il y a 2 semaines. Et je vais être obligé de changer ma version parce qu'en vérité, elle est extrêmement caricaturale. Nous avons depuis 3 ans simplifié, suite à la décision du président de la République François Hollande, de lancer le choc de simplification. Je ne vais pas remonter aux États généraux de 1314 pour dire que notre administration a énormément complexifié. Vous-même, depuis 1993, vous avez été plus au pouvoir que nous. Jamais vous n'avez simplifié. Nous avons choisi la réforme progressive. Nous n'avons pas choisi la révolution, nous n'avons pas choisi les grands discours
comme ceux que vous tenez aujourd'hui. Nous avons choisi une méthode, la concertation avec les partenaires économiques et sociaux, le travail avec le Conseil de simplification de la vie des entreprises. Nous avons choisi l'expérimentation avec France Expérimentation, lancée il y a 6 mois avec Emmanuel Macron, relayée aujourd'hui par Christophe Sirugue. Je savais que ça allait vous animer. Et nous continuons avec l'évaluation des politiques publiques. Et Marisol Touraine, elle, a mis en place la déclaration sociale nominative qui fusionne une vingtaine de mesures sociales. Vous n'y avez jamais pensé. Ernst & Young dit que ça fait 3,7 milliards d'économies. Nous avons annoncé... Ernst & Young qui dit que le gouvernement a fait 3,7 milliards d'économies. Putain, c'est impressionnant. Et c'est Jean-Vincent Placé en tout cas qui répond. Ouais. Oui, nous allons plus vite. C'est Ernst & Young. Je sais jamais, ils oublient eux. Plus rapide. C'est Ernst & Young. Ernst & Young. Oh my god. Mais face au pessimisme de l'intelligence, nous avons choisi l'optimisme de la volonté. Je vous remercie. L'optimisme de la volonté. Attends. Merci. L'optimisme de la volonté. C'était pas un slogan de campagne ça de Mitterrand? Merci, je sais pas. Président. C'est Huguette Bello, la députée communiste, qui va poser une question. Sur les menaces qui pèsent sur l'offre de soins hospitalières à La Réunion. Créé il y a seulement 5 ans, le CHU de La Réunion se classe déjà au 10e rang par son volume d'activité. Depuis 2015, et comme la moitié des CHU, l'établissement de La Réunion est en déficit. En cause, la baisse des tarifs d'hospitalisation, mais aussi, de manière plus spécifique, la non prise en compte dans le financement des missions d'intérêt général des surcoûts outre-mer. Le changement de tarification depuis 2016 pour les patients en provenance de Mayotte, qui se traduit par une perte de recettes de 10 millions d'euros, sans compter les 8 millions de créances irrécouvrables antérieures au CHU. Pour enrayer cette tendance, le CHU a présenté un plan d'économie sur 5 ans qui garantit la qualité des soins. Le Copermo vient toutefois merci pour la source. En le faisant passer de 29 à 39 millions, ce qui suppose la suppression de 250 postes et 130 lits en moins. Cette décision est grave, elle intervient alors que La Réunion compte déjà 2 fois moins de lits que la France continentale ou les Antilles, que les dépenses hospitalières par habitant sont plus faibles. Oui, c'est André Chassaigne derrière elle, le député président du groupe GDR. L'aide à l'investissement doit assurer seul le financement. 200 millions de 3 rénovations lourdes et indispensables. Le CHU de La Réunion ne fait pas partie des établissements que l'État subventionne fortement. Il est à craindre désormais... Huguette Bello, la députée communiste très énervée contre le gouvernement, elle défend le centre hospitalier universitaire de La Réunion, Réunion dont elle est originaire, elle est élue de La Réunion. Elle est directrice d'école maternelle de formation, enfin d'exercice. Et elle a fondé le mouvement pour La Réunion suite à la séparation avec le Parti communiste réunionnais. Donc on sent la députée très combative en tout cas sur la question de la défense des moyens hospitaliers à La Réunion. Merci Madame Bello. La parole est à Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des personnes âgées. C'est Pascal Boitard qui va lui répondre. Marisol Touraine n'est pas là. Députée Huguette Bello, tout d'abord, j'excuse Madame Touraine qui est en déplacement à l'étranger. La création du centre hospitalier régional universitaire de La Réunion vise à offrir aux Réunionnais un établissement de pointe à la hauteur des enjeux démographiques et sanitaires de l'île, en misant sur l'excellence et le renforcement mutuel des sites fusionnés de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Depuis 5 ans, les marques de soutien de l'État à cette stratégie n'ont jamais manqué, faisant du CHRU de La Réunion un établissement particulièrement bien financé. Le niveau global des dotations dont il bénéficie a ainsi augmenté de 8,5% depuis 2012. Parmi ces dotations, une aide conséquente est versée chaque année à l'établissement pour faire face à son déficit à hauteur de 9,4 millions d'euros en 2016, soit près du double d'il y a 5 ans. Enfin, il faut rappeler que le CHRU de La Réunion bénéficie de tarifs hospitaliers de 31% supérieurs à ceux pratiqués en métropole et le niveau le plus élevé des territoires ultramarins. Quant à la prise en charge des assurés sociaux venus de Mayotte, le système de facturation a longtemps favorisé le CHRU de La Réunion. Pour autant, malgré le soutien massif de l'État, cet établissement s'est trouvé progressivement exposé à un risque financier important en raison d'une forte hausse des charges résultant d'un développement insuffisant de l'ambulatoire et de l'absence de synergie recherchée entre les sites de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Toutefois, le CHRU de La Réunion est tout à fait en mesure de revenir à une situation d'équilibre pérenne s'il s'engage résolument dans cette voie et si les mesures nécessaires sont prises. Marisol Touraine est déterminée à apporter tout son soutien. Voilà, Pascal Botta, la secrétaire d'État chargée des personnes âgées, qui répond pour le compte de sa ministre de tutelle, Marisol Touraine, qui est actuellement en déplacement à l'étranger. Donc elle la remplace au pied levé pour apporter des réponses à Huguette Bello sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement en faveur du CHRU de La Réunion. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que c'est l'avant-dernière séance de questions d'actualité au gouvernement de cette session parlementaire. Ensuite, c'est terminé jusqu'aux élections législatives de juin prochain. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a plu. On a quand même entendu pas mal de sujets assez intéressants. On a parlé de l'école à plusieurs reprises. On a vu plusieurs passes d'armes avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem. On a parlé du déficit, on a parlé du choc de simplification. On a parlé du Brexit, on vient de parler des hôpitaux. Non, c'était une séance assez chouette, hein. Sur le fond, les députés ont décidé de maintenir jusqu'au bout leur pression envers le gouvernement, même s'il y avait quand même trois ministres importants qui n'étaient pas présents. Voilà, donc c'est demain la dernière. Oui, Navarkrel, oui, pardon, excuse-moi, c'est demain, dernière. 16h16, 16h05, ils finissent tôt. Bah ouais, écoute, c'est l'heure des pépitos. En tout cas, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. On a vu un Lucien de Gauchy magnifique avec sa veste jaune absolument incroyable. Je rappelle que sur la boutique d'Acropolis, vous pouvez acheter de magnifiques t-shirts. Maman, je passe à la télé en clin d'œil à Lulu de Gauchy, qu'on aime bien définitivement sur Acropolis. Et on espère qu'il sera réélu en juin prochain. C'est peut-être le seul député pour lequel on donnera une consigne de vote. Bon, bref. Chers amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Encore un grand merci à celles et à ceux d'entre vous qui ont préparé l'émission. Enfin, aux bénévoles, pardon, sous la responsabilité d'Amy. C'était Valentin, Simon, Jennifer et Romain. Jennifer, tu veux me dire un truc ? Ce soir, on va se retrouver dans l'isoloir à 19h. Devinez qui va être l'invité d'Acropolis dans l'isoloir. Je rappelle que dans l'isoloir est une émission qu'on fait chaque semaine le mardi soir, dans laquelle j'invite sur le canapé d'Acropolis un youtubeur plus ou moins célèbre, enfin ou en tout cas une personne que vous connaissez, à parler de citoyenneté. Donc ce soir, dans l'isoloir d'Acropolis, nous aurons le plaisir de recevoir... Non, c'est pas Norman. Un Panda Moqueur non plus, Cortex non plus, Sylvain Durif non plus, Axel Lemaire non plus, Karim Debache non plus, PewDiePie non plus, Cyprien non plus, Mélenchon non plus, Usul non plus, Dupont de Ligonnès, Cortex non, Macron non, Squeezie non, Joy Phoenix non, Mister MV, oh ce serait trop drôle Mister MV, faudrait que je lui propose. Jennifer d'Acropolis non plus, Fillon non plus, Mister MV toujours pas, Norman non plus, François Hollande non plus, Parlons peu, parlons cul non plus. Non mais c'est bien, ça donne beaucoup d'idées. Cyrus North, non. Osons causer, non. Benzaï, non. Hugo Décrypte, non. Bonne Lennon, non. Hygiène mentale, non. La mère de Jean, non. Zerator, non. Antoine Daniel, non. Trump, non plus. Stéphanie de Monaco, non plus. Cyrus North, non plus. Natou, non plus. Henri de Lescar, non plus. Mélenchon, non plus. Natou, non plus. Zerator, non plus. Ce soir, chers amis, je vous demande un tonnerre de retweets, un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre de GG. Surtout des retweets pour qu'on soit le plus nombreux ce soir, puisque ce soir, on reçoit... Mister JD, voilà, je suis très content de vous annoncer que ce soir Mister JD sera dans l'isoloir d'Acropolis. On le retrouve à 19h en direct sur Acropolis. D'ici là, on se met la rediffusion du début de l'émission de Jean-Luc Mélenchon de dimanche. Et on retrouve Mister JD ce soir à 19h en direct sur Acropolis. Rendez-vous ce soir. Gros bisous, jingle, fin d'émission. Ciao.